Personne ne s'attend jamais à croire en quelque chose qu'on a toujours considéré comme du folklore et de la superstition. Ayant grandi dans la banlieue pavillonnaire du Massachusetts, entouré de zones commerciales et de lotissements, j'ai entendu de nombreuses histoires sur des créatures mystérieuses rôdant dans les forêts denses de la Nouvelle-Angleterre. Des récits, chuchotés autour des feux de camp en colonies de vacances, parlaient de bêtes énormes qui marchaient debout à travers les pinèdes, laissant dans leur sillage des empreintes gigantesques et des branches brisées. Mes amis et moi, nous rions de ces histoires, plaisantant sur les photos floues prises par des gens aux mains tremblantes, sur ces individus qui prétendaient avoir vu des choses impossibles dans les bois, mais qui, curieusement, ne parvenaient jamais à en rapporter la moindre preuve tangible. J'étais toujours le sceptique du groupe, celui qui expliquait chaque bruit étrange dans la forêt par des raisons rationnelles ancrées dans la biologie et la physique. Ce cri de chouette qui semblait presque humain, presque comme un appel au secours. Simplement une chouette avec une tessiture vocale inhabituelle, rien de surnaturel là-dedans. Ces empreintes massives dans la boue qui paraissaient trop grandes pour appartenir à un animal connu. Évidemment, un ours, les traces déformées et élargies par la pluie et l'érosion. Les branches brisées à 2,50 m du sol, eux que le folklore local attribuait à des marquages territoriaux laissés par des géants de la forêt, les dégâts du vent, rien de plus, ou peut-être un ours se dressant pour attraper quelque chose, parfaitement explicable. Je mettais tout cela sur le compte de l'imagination et du temps excessif passé dans la nature, qui poussait les gens à voir des choses qui n'existaient pas. Une reconnaissance des formes qui s'emballaient dans un environnement que notre cerveau n'était pas conçu pour comprendre pleinement. Nos esprits sont programmés pour voir des visages dans les nuages, pour trouver un sens dans le hasard, pour créer des histoires qui expliquent l'inexplicable. Toutes ces observations n'étaient que cela, j'en étais convaincu. Nos cerveaux en quête de motifs, fonctionnant à plein régime dans un environnement rempli d'ombres et d'ambiguïtés. Ce scepticisme, cette certitude absolue de l'impossibilité de ces légendes, cette confiance en ma vision rationnelle du monde, a duré jusqu'au printemps dernier. Un événement s'est produit dans les forêts du nord du Maine, qui a fondamentalement changé ma perception de ce qui est possible en ce monde, qui a fait voler en éclats mes certitudes confortables pour les remplacer par un mélange d'émerveillement et de confusion à parts égales. Ce que je vais vous raconter n'est ni enjolivé pour l'effet dramatique, ni destiné au divertissement. Je n'essaie de vous vendre quoi que ce soit, ni de vous convaincre d'une quelconque idée. Chaque détail est exactement tel qu'il s'est produit, sans exagération ni licence artistique. Et même si près de 10 mois se sont écoulés depuis cette première rencontre, il m'arrive encore de rester éveillé la nuit, me demandant si tout cela était réel, si j'ai vraiment vécu ce dont je me souviens, malgré les preuves continues qui démontrent sans l'ombre d'un doute que c'était bien réel, et que ça continue de l'être. Mais les preuves sont là, indéniables et constantes, me rappelant chaque jour que le monde est plus étrange et plus mystérieux que je ne l'avais jamais imaginé, qu'il y a des choses qui parcourent cette terre, que la science n'a pas encore cataloguées, des créatures qui existent dans les angles morts de la connaissance humaine. Après que mon mariage s'est effondré il y a 3 ans, une dissolution à la fois inévitable et dévastatrice, j'ai eu besoin d'échapper à la familiarité étouffante de la vie en ville. J'avais besoin de fuir l'appartement où chaque recoin recelait des souvenirs de jours meilleurs, de m'éloigner des amis qui ne savaient pas s'il fallait me témoigner de la sympathie ou éviter complètement le sujet, de fuir la routine qui m'avait autrefois apporté du réconfort, mais qui me semblait maintenant être une prison. Ma grand-mère avait possédé un petit pavillon de chasse dans le fin fond du Maine, une propriété dont elle avait hérité de son père, qui l'avait construit dans les années 40 pour fuir la civilisation et chasser le cerf dans les bois d'automne. Le pavillon se trouve à environ 90 km de la ville, la plus proche, si l'on peut appeler ville, un regroupement de 300 habitants, une épicerie générale et un bureau de poste.
À sa mort, ma grand-mère m'a légué la propriété, pensant probablement que j'étais le seul dans la famille assez fou ou assez désespéré pour vraiment utiliser cet endroit, pour apprécier ce qu'elle avait toujours appelé la bénédiction de la véritable solitude. Mes frères et sœurs n'en voulaient pas, considérant l'endroit comme un gouffre financier au milieu de nulle part et suggérant que nous le vendions à un promoteur qui le transformerait en complexe de chasse pour touristes fortunés. Mais je ne pouvais pas laisser faire ça. Je ne pouvais pas laisser l'endroit que ma grand-mère aimait tant devenir quelque chose de commercial et d'artificiel. Le pavillon est niché dans une vallée entourée d'épais bosquets de pins blancs et de prûches, complètement isolé de la civilisation d'une manière qu'il est difficile de trouver de nos jours dans ce monde interconnecté. Aucune ligne électrique n'arrive jusqu'ici. Pas de poteau téléphonique, aucune trace d'infrastructure humaine au-delà du pavillon lui-même et du chemin forestier à peine entretenu qui en constitue le seul accès. Mon plus proche voisin, si on peut l'appeler ainsi, vit à environ 16 kilomètres de là, au bout de ce chemin, une route à peine praticable la moitié de l'année, lorsque la saison de la boue la transforme en bourbier ou que les congères hivernales la bloquent entièrement. C'est un homme âgé nommé Franck, qui est discret et respecte la discrétion des autres, le voisin parfait en somme. On se fait un signe de la main quand on se croise en ville toutes les quelques semaines. On échange quelques mots sur la météo et la faune, et c'est là que s'arrête notre interaction. L'isolement était exactement ce dont j'avais besoin quand je me suis installé ici de façon permanente. J'aspirais au silence, à l'espace, à l'absence de complications et de drames humains. En ville, j'étais entouré de gens, mais je me sentais profondément seul. Ici, réellement seul, je me sentais paradoxalement plus connecté à quelque chose, bien que j'eusse été incapable d'articuler ce que c'était à l'époque. Le pavillon lui-même est modeste en tout point. Essentiellement une grande pièce unique avec une mezzanine pour dormir, accessible par une échelle raide. Un coin cuisine qui n'est guère plus qu'un réchaud de camping au propane et un évier avec une pompe manuelle qui puise l'eau d'un puits. Et une immense cheminée en pierre qui fournit le seul chauffage pendant les rudes hivers du Maine, lorsque les températures descendent régulièrement en dessous de zéro et que la neige s'accumule en congères plus hautes qu'un homme. Les propriétaires précédents, le père de ma grand-mère, puis ma grand-mère elle-même, avaient ajouté des extensions et des modifications au fil des décennies, mais la structure de base était restée simple et fonctionnelle. Il n'y a pas de réseau mobile ici, pas de connexion Internet, à part un système satellite que j'aurais pu installer, mais que j'ai choisi de ne pas faire. Juste le murmure constant du vent dans les arbres et le cri occasionnel d'un plongeon huard venant du lac à 5 kilomètres au nord. La nuit, le silence est si profond qu'il en est presque oppressant si l'on n'y est pas habitué, rompu seulement par les bruits des animaux nocturnes vaquant à leurs occupations. Le ululement des chouettes, les jappements de coyotes au loin, le bruissement de petites créatures dans les sous-bois. Je gagne ma vie en combinant des petits boulots en ville, quand j'ai besoin d'argent pour des provisions que je ne peux pas produire moi-même, comme la farine, le café et le carburant pour le générateur que je fais tourner quelques heures par jour, et la cueillette sauvage, un terme élégant pour désigner la récolte de plantes, de champignons et d'autres matériaux de la forêt pour les vendre à des herboristes et à des distributeurs de produits fins qui ont découvert qu'il existait un marché pour les produits sauvages authentiques. Ma grand-mère m'a enseigné cet art quand j'étais jeune, m'emmenant pour de longues promenades dans les bois pendant les vacances d'été, me montrant quelles plantes avaient de la valeur, que ce soit comme nourriture ou comme médicament, quels champignons étaient comestibles et lesquels vous tueraient, ou vous feraient souhaiter d'être mort. Comment lire les signes subtils qui indiquaient où des herbes rares pouvaient pousser. La combinaison du type de sol, de l'exposition au soleil et du niveau d'humidité qui créait des conditions idéales pour diverses espèces. Elle me questionnait constamment, pointant une plante et me demandant de l'identifier, de décrire ses propriétés, d'expliquer quand et comment la récolter.
À l'époque, je pensais que c'était juste une grand-mère partageant ses passe-temps avec son petit-fils pour passer le temps pendant les longues journées d'été. Je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait ma principale source de revenus des décennies plus tard. Après mon installation permanente au pavillon, cette éducation de mon enfance est devenue mon fondement économique. Certaines semaines, je passais 5 ou 6 jours en forêt, parcourant des kilomètres avec mes sacs de collecte et mes guides de terrain, ramassant tout ce que la saison offrait. La forêt fonctionne selon son propre calendrier, chaque semaine apportant de nouvelles opportunités. L'ail des ours au début du printemps, son arôme piquant, emplissant l'air quand on trouve un bon coin, se vendant à prix d'or aux restaurants de Portland et de Boston. Les crosses de fougères fin avril, chacune soigneusement cueillie avant qu'elle ne se déploie en une fougère complète, délicate et délicieuse lorsqu'elles sont bien préparées. De nombreuses variétés de champignons tout au long de l'été, et de l'automne, des girolles communes aux rares polypores en touffe, chacune nécessitant une connaissance spécifique pour l'identification et des pratiques de récolte durables. Des racines et des écorces médicinales toute l'année, comme la racine de ginseng et l'écorce d'orme rouge, qui se vendaient à des prix élevés auprès des herboristes et des fournisseurs de médecine naturelle. Ce travail me nourrissait et me donnait un but, une raison d'être en forêt chaque jour, d'être attentif aux changements subtils de l'écosystème, à la façon dont certaines plantes réagissaient aux précipitations ou aux variations de température, aux réseaux complexes de relations entre les espèces. Le jour où tout a changé se situait fin avril, à ce moment parfait où l'hiver relâche enfin son emprise de fer, mais avant que les mouches noires n'émergent pour rendre les bois insupportables pour les humains. Ces quelques semaines où la forêt est la plus accessible et la plus belle. Les bouleaux commençaient tout juste à bourgeonner, leurs branches nues arborant désormais cette nuance particulière de vert jaune qui signale une nouvelle croissance, et le sol de la forêt était tapissé de fleurs sauvages printanières. Trilles, arums et claytonies de Caroline, créant une mosaïque de blanc et de violet. Ce matin-là, j'avais préparé mon matériel habituel, plusieurs sacs en toile que j'avais moi-même cousus dans un tissu épais, mon couteau de récolte que ma grand-mère m'avait donné il y a des décennies avec son manche en bois usé et sa lame que je gardais affûtée comme un rasoir, une gourde remplie d'eau filtrée du puits, du cerf séché que j'avais préparé l'automne précédent. Une carte topographique détaillée de la région marquée des emplacements où j'avais trouvé des plantes de valeur les années précédentes. Je suis parti vers 8 heures du matin pour vérifier un endroit à environ 6 km à l'ouest du pavillon où je savais qu'une bonne population d'ail des ours poussait. L'ail des ours était l'une des premières cultures de valeur du printemps, sa saveur aillée étant prisée des chefs et son apparition signalant le véritable début de la saison de la cueillette. La randonnée était magnifique, de cette manière unique au matin de printemps dans la forêt boréale. Tout sentait le frais et le vivant après des mois de dormance gelée, la terre expirant de soulagement alors que les températures grimpaient au-dessus de zéro pour la première fois depuis des mois. J'entendais les rainettes crucifères chanter depuis chaque mare printanière, ces minuscules grenouilles produisant un chœur presque assourdissant malgré leur petite taille. Un son qui me rendait toujours heureux car il signifiait que l'hiver était vraiment terminé. Le soleil matinal créait ces parfaits faisceaux diagonaux à travers la canopée que les photographes poursuivent sans jamais vraiment capturer. La lumière s'écoulant en rayons visibles à travers la brume matinale qui s'accrochait encore au sol, illuminant des particules de pollen et de poussière flottant dans l'air. Je marchais à mon rythme habituel, sans me presser, prenant le temps d'observer tout ce qui m'entourait, notant quelles plantes émergeaient, où les cerfs avaient brouté récemment, si des prédateurs étaient passés en me basant sur les traces et les excréments. On peut lire une forêt comme un livre si l'on en connaît la langue, chaque signe racontant une partie d'une histoire plus vaste. J'ai atteint la parcelle d'ail des ours vers 10 heures et j'ai passé une bonne heure et demie à récolter soigneusement,
en veillant à ne prendre que les plus grandes plantes et à en laisser beaucoup derrière pour qu'elles se ressèment, garantissant ainsi que cette parcelle resterait productive pour les années à venir. La récolte durable est essentielle si l'on veut pouvoir retourner aux mêmes endroits année après année. Prenez trop et vous tuez la ressource. Laissez la bonne quantité et cela encourage en fait une croissance plus vigoureuse. Mes sacs commençaient à être agréablement lourds, ce poids satisfaisant qui signifiait une matinée réussie et de l'argent en poche une fois que j'aurais vendu tout ça, quand j'ai décidé d'explorer un peu plus à l'ouest, dans une section de forêt que je n'avais jamais vraiment inspectée. Ma grand-mère avait toujours dit qu'il y avait plus de ginseng sauvage dans les sections ouest de la propriété, mais elle ne m'avait jamais montré exactement où. Et j'ai pensé que c'était une bonne occasion de prospecter un nouveau territoire pendant que le sous-bois était encore gérable. C'est alors que j'ai entendu quelque chose qui a immédiatement déclenché toutes les alarmes primitives de mon cerveau. Activer des instincts qui remontent à des milliers de générations. Ce n'était pas un son qui avait sa place dans ces bois. Rien à voir avec les cris d'oiseaux ou le bruissement de petits mammifères, ni même le grognement occasionnel d'un ours que j'avais entendu assez souvent pour le reconnaître. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être le vent passant dans un arbre creux, créant ce son plaintif et étrange qui peut imiter une voix. Mais quand je me suis arrêté de marcher et que j'ai vraiment écouté, j'ai réalisé que l'air était complètement immobile, pas même une brise pour faire bouger les feuilles fraîchement écloses. J'ai alors envisagé que j'entendais peut-être un cerf blessé, ce qui expliquerait la nature angoissée du son, mais c'était différent, plus profond, plus laborieux. C'était une respiration, réalisai-je avec un frisson soudain, lourde, rauque et désespérée. Le genre de halètement qui indique une détresse ou une blessure grave quand chaque souffle est une lutte. Le son avait une qualité rythmique, inspiration, expiration, chaque expiration semblant coûter un effort énorme. Toute la partie rationnelle de mon cerveau me disait de faire demi-tour et de rentrer au pavillon, de ne pas enquêter sur ce son, de m'éloigner de ceux qui le produisaient. Dans la nature, les bruits étranges signifient généralement un danger, quelque chose que l'on veut éviter plutôt qu'approcher. Mais j'ai toujours eu ce besoin compulsif d'enquêter, de comprendre, surtout lorsque cela implique de la souffrance. J'ai sorti des dizaines d'animaux de pièges et de collets au fil des ans, passé des heures à extraire soigneusement des piquants de porc-épic de chien, soigner des ratons laveurs et des renards blessés avant de les relâcher dans la nature. Mon ex-femme disait que c'était mon trait de caractère principal, cette incapacité à ignorer la souffrance même lorsque aider créait des désagréments ou des risques. Elle le disait comme un compliment au début de notre mariage, comme une critique vers la fin. J'ai posé mes sacs avec précaution, les cachant sous une bûche tombée pour pouvoir les retrouver, et je me suis dirigé vers le son, essayant de marcher silencieusement sur le sol mou de la forêt, posant chaque botte avec soin pour éviter de faire craquer des brindilles qui pourraient alerter ceux qui se trouvaient devant moi de mon approche. La respiration devint plus forte alors que j'approchais d'une petite dépression dans le terrain, une cuvette naturelle d'environ 12 mètres de diamètre, entourée d'épais massifs de jeunes pruches dont les branches pendaient si bas qu'elles créaient des murs de verdure. Ces dépressions sont courantes dans ce type de terrain formé par l'activité glaciaire il y a des milliers d'années, retenant souvent l'eau au printemps mais sèches en été. Quand j'ai écarté le dernier écran de branches et que j'ai vu ce qui produisait ce son, mon corps tout entier s'est figé, chaque muscle se tendant simultanément. Pendant plusieurs secondes, peut-être plus, le temps a semblé s'arrêter complètement, car je ne parvenais littéralement pas à traiter l'information que mes yeux envoyaient à mon cerveau. Mon esprit n'arrêtait pas de rejeter ce que je voyais, essayant de le réinterpréter comme quelque chose de sensé, quelque chose qui correspondait à ma compréhension du possible. La créature était énorme, mesurant facilement 2,70 m, même allongée comme elle l'était, adossée à un rocher massif au bord de la dépression.
Elle était entièrement recouverte d'une fourrure épaisse qui semblait presque brun-roux sous la lumière tachetée du soleil filtrant à travers les pruches, longue et quelque peu emmêlée, surtout autour du torse et des membres, où elle semblait avoir accumulé de la terre et des débris forestiers. Mais ce qui m'a frappé le plus fort, ce qui a finalement fait accepter à mon cerveau que je voyais quelque chose de réel et non une hallucination, c'est à quel point ses proportions étaient humaines. Le torse était large et musclé, mais reconnaissable dans sa structure humaine, avec des épaules clairement définies, et une poitrine qui se soulevait et s'abaissait au rythme de cette respiration laborieuse. Les bras étaient longs, mais pas de manière grotesque, proportionnés comme ceux d'un humain, mais à plus grande échelle, se terminant par des mains qui étaient clairement des mains, pas des pattes, avec des doigts distincts et des pouces opposables. Les jambes avaient une structure de base similaire à celle des humains, bien que massivement musclée. Le visage était un mélange d'humain et de singe, avec une arcade sourcilière proéminente qui jetait des ombres sur les yeux, un nez plat aux narines évasées et une bouche qui semblait capable de beaucoup plus d'expression que n'importe quel animal normal, des lèvres qui pouvaient se pincer ou se retrousser, capables de mouvements nuancés. Les yeux de la créature sont ce qui m'a vraiment saisi, ce qui a fait place au choc initial pour laisser place à autre chose, quelque chose de plus complexe que la simple peur. Ils étaient grands et sombres, presque noirs, mais avec une intelligence indubitable derrière eux. Ce n'étaient pas les yeux d'un animal fonctionnant par pur instinct. C'étaient des yeux qui pensaient, qui évaluaient, qui comprenaient. Et plus que de l'intelligence, j'ai vu de l'émotion dans ses yeux. Une douleur physique et immédiate, un épuisement qui allait jusqu'à la moelle, une peur de la mort qui approchait inexorablement. La créature m'observait avec ses yeux et je pouvais voir le calcul se faire en temps réel. L'évaluation pour savoir si je représentais une menace à fuir ou, peut-être désespérément, autre chose, une sorte d'aide. Nous nous sommes regardés fixement pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 20 ou 30 secondes. Pendant ce moment figé, j'ai remarqué plus de détails que mon cerveau a catalogués automatiquement, même si le reste de mon corps restait paralysé. La jambe droite de la créature était étendue dans un angle contre nature, pliée d'une manière dont les jambes ne devraient pas se plier, manifestement gravement blessée. Le poil autour de la partie inférieure de la jambe était plus sombre que le reste, incrusté de ce qui devait être du sang séché, croûteux et brun. Un gonflement était visible même à travers la fourrure épaisse, une bosse là où l'os s'était cassé et déplacé. La respiration de la créature était laborieuse, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec un effort évident, et je pouvais voir sa cage thoracique à travers le poil, les côtes individuelles visibles, d'une manière qui indiquait une grave malnutrition, des semaines de nourriture insuffisante. Cette créature, quelle qu'elle soit, était en train de mourir, dépérissant dans cette dépression cachée où personne ne la trouverait jamais. La créature a alors émis un son, et c'est ce son que j'entends parfois dans mes rêves, qui hante mes moments les plus calmes. Ce n'était ni agressif, ni menaçant, rien à voir avec le rugissement qu'on attendrait d'un grand prédateur. C'était quelque chose qui ressemblait plus à un gémissement, une vocalisation de douleur et de désespoir, qui communiquait la souffrance d'une manière qui transcendait les espèces. Le son avait plusieurs couches, une complexité qui indiquait une profondeur émotionnelle, pas seulement une détresse physique, mais une angoisse psychologique, une conscience de sa propre mortalité. Elle a essayé de changer de position, probablement pour soulager la pression sur sa jambe blessée, ou peut-être juste pour être plus à l'aise. Et j'ai vu la grimace visible, le frisson qui a parcouru son énorme corps, les muscles se contractant en réponse à la douleur. À cet instant, toute ma peur s'est complètement évaporée, remplacée par quelque chose de plus puissant, une empathie qui a supplanté tous mes instincts de survie. Ce n'était pas un monstre ou une menace, c'était un être vivant en agonie,
incapable de prendre soin de lui-même, mourant lentement de faim dans cette dépression reculée où personne ne le trouverait jamais, mourant seul dans la peur et la douleur. J'ai pensé aux cerfs séchés dans mon sac, probablement 6 ou 7 lanières que j'avais prévu de manger tout au long de la journée, assez pour maintenir mon énergie pendant une longue journée de randonnée et de cueillette. En bougeant très lentement et délibérément, en gardant les yeux sur la créature tout le temps, en télégraphiant chaque mouvement pour ne pas l'effrayer, j'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti une lanière de venaison. La réaction de la créature fut immédiate et puissante. Ses narines se sont dilatées de façon spectaculaire. Sa tête s'est légèrement relevée de là où elle reposait contre le rocher et j'ai vu les muscles de son cou se tendre sous l'effort de maintenir cette position. Elle pouvait sentir la nourriture et l'intensité de sa réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa faim, sur le temps écoulé depuis son dernier repas substantiel. J'ai pris un morceau de venaison et je l'ai lancé doucement, pas directement vers la créature, mais à mi-chemin entre nous, voulant offrir la nourriture sans paraître menaçant ou agressif. La lanière a atterri sur une parcelle de mousse à environ 4 mètres de l'endroit où la créature gisait. Ses yeux sombres ont suivi la nourriture, se sont fixés dessus avec une intensité presque douloureuse à voir, le genre de concentration qui vient du désespoir. Puis elle a tendu une de ses mains massives, les doigts s'étirant vers la venaison, et j'ai eu ma première vue claire de cet appendice de près. La main était immense, probablement 3 fois la taille de la mienne, avec des coussinets épais et coriaces sur la paume et le bout des doigts qui semblaient avoir été usés par des décennies de contact avec des surfaces rugueuses. Les doigts étaient plus longs que des doigts humains, plus comme ceux d'un primate, avec des articulations qui semblaient permettre une flexibilité exceptionnelle. Les ongles ressemblaient plus à de l'os durci qu'à de la kératine, épais et jaunâtre, avec de la saleté incrustée sous chaque ongle. La créature a saisi la venaison avec ses doigts énormes et l'a portée à sa bouche, inhalant pratiquement la lanière, la mâchant à peine avant de l'avaler, la gorge travaillant pendant que la nourriture descendait. J'ai alors vu quelque chose dans ses yeux qui aurait pu être de la satisfaction ou du soulagement, un bref moment où la douleur physique semblait légèrement reculer face à la nourriture enfin obtenue. J'ai lancé un autre morceau, celui-ci atterrissant un peu plus près de l'endroit où la créature gisait. Elle l'a attrapé tout aussi rapidement, l'enfournant dans sa bouche avec la même faim désespérée qui témoignait de semaines, voire de mois, de nutrition insuffisante. Sa respiration était toujours laborieuse, toujours douloureuse et difficile, mais il y avait un changement subtil dans sa qualité, comme si la promesse de nourriture, l'espoir de survie, apportait un petit réconfort ou un soulagement au désespoir. J'ai lancé un 3e morceau, puis un 4e, regardant la créature dévorer chaque lanière. À chaque morceau, je faisais un petit pas en avant, réduisant progressivement la distance entre nous, testant si elle tolérerait mon approche ou si la proximité déclencherait un comportement défensif. La créature observait attentivement mes mouvements, mais ne réagissait pas agressivement. N'essayait pas de fuir malgré une peur évidente, ne faisait aucune démonstration menaçante. Elle se contentait de manger, ses yeux intelligents se déplaçant entre la nourriture et mon visage, essayant de comprendre ce qui se passait, si c'était réel ou une sorte d'hallucination née de la faim. Il me restait 2 lanières de venaison. Au lieu de lancer la suivante, je l'ai tendue, le bras complètement étendu, et j'ai fait 2 pas de plus en avant. J'étais maintenant à peut-être 2,50 m de cette créature, assez près pour voir les poils individuels de sa fourrure, assez près pour la sentir, une odeur qui était un mélange de terre humide, de sang séché et de quelque chose de musqué, mais pas entièrement désagréable, comme une odeur animale, mais avec des notes presque humaines. La créature a fixé la venaison dans ma main, puis mon visage, et j'ai pu voir le conflit interne se jouer dans ses yeux expressifs, visible aussi clairement que si elle avait parlé. La faim contre l'instinct de conservation, le besoin contre la prudence,
le désespoir contre toute une vie d'instinct qui lui disait sûrement que les humains étaient dangereux et à éviter. La faim a gagné, comme je m'y attendais. La créature a tendu une de ses énormes mains, s'avançant vers moi, et je suis resté parfaitement immobile, retenant à peine ma respiration, conscient que je prenais un risque énorme, mais incapable de m'arrêter. Ses doigts se sont refermés autour de la venaison avec une douceur surprenante, arrachant la lanière de ma paume sans toucher ma peau. Et j'ai vu que cette douceur était délibérée, contrôlée, indiquant une motricité fine et une conscience de sa propre force. Elle a mangé ce morceau plus lentement, mâchant délibérément, et je me suis demandé si une partie d'elle comprenait que manger trop vite après une famine prolongée pouvait causer des problèmes, ou si elle savourait simplement le goût après si longtemps sans nourriture. Pendant tout ce processus, elle n'a jamais quitté mon visage des yeux, m'étudiant avec une intensité qui me mettait presque mal à l'aise, comme si elle essayait de comprendre non seulement ce que j'étais, mais qui j'étais. Nous sommes restés figés comme ça pendant un long moment, moi debout là, avec ma main vide encore tendue, la créature mâchant lentement, tous deux essayant de deviner la suite, tous deux suspendus dans cette situation impossible qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. La créature a émis une autre vocalisation plus douce qu'auparavant, presque comme un soupir ou un grognement qui aurait pu être de la gratitude, une reconnaissance ou simplement le soulagement de ne plus être seule dans sa souffrance. Puis elle a baissé les yeux vers sa jambe blessée, les a relevés vers moi, et à ce moment-là, j'ai vu une communication claire dans ses yeux, une intention et une demande aussi évidentes que si elle avait prononcé des mots. Elle comprenait qu'elle avait besoin d'aide, que sa blessure dépassait sa capacité à se soigner elle-même, et elle me demandait si je pouvais lui apporter cette aide, si j'avais les connaissances, la compassion ou la volonté de faire quelque chose qui pourrait lui sauver la vie. J'ai regardé la jambe plus attentivement maintenant que j'étais plus près. J'ai vraiment examiné la blessure pour la première fois. La fracture était évidente même à travers la fourrure épaisse, à peu près à mi-hauteur du tibia, avec l'os clairement déplacé, créant un angle contre nature qui faisait mal à ma propre jambe par sympathie. Le poil autour de la blessure était incrusté de vieux sang, brun et raide, indiquant que la blessure datait de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Je pouvais voir un gonflement même à travers l'épaisse fourrure, le membre visiblement plus gros autour du point de fracture, une inflammation qui suggérait une possible infection ou au minimum un traumatisme important. Une jambe cassée dans la nature est essentiellement une condamnation à mort pour n'importe quelle créature, humaine ou autre. On ne peut pas chasser efficacement, pas chercher de nourriture avec la mobilité requise, pas se déplacer assez vite pour éviter les prédateurs ou d'autres menaces. Cette créature gisait probablement ici depuis des jours, peut-être une semaine ou plus, incapable de trouver de la nourriture, s'affaiblissant lentement à mesure que la déshydratation et la faim faisaient leur œuvre inévitable. J'ai déjà réduit des fractures, j'ai aidé ma grand-mère à poser une attelle sur la patte du chien d'un voisin quand j'avais 16 ans, assisté un ami vétérinaire avec un cerf qui s'était fait renverser par une voiture sur l'autoroute près de la propriété de ma grand-mère. Le principe de base est toujours le même, quelle que soit la taille de l'animal. Immobiliser la fracture, la maintenir stable et droite, donner à l'os le temps de se ressouder naturellement. Mais c'était fondamentalement différent de toute intervention médicale que j'avais tentée auparavant. C'était une créature qui ne devrait pas exister selon tout ce qu'on m'avait enseigné, selon toutes les connaissances scientifiques humaines. C'était quelque chose sorti du folklore et des légendes, quelque chose en quoi les gens sérieux ne croyaient pas. Et j'étais en train de me demander si je pouvais réellement l'aider, si mes connaissances médicales limitées seraient suffisantes, si elles me laisseraient même essayer. J'ai regardé autour de la dépression, évaluant les matériaux disponibles, et j'ai repéré 2 branches relativement droites, chacune d'environ 1 mètre de long
et à peu près aussi épaisse qu'un manche à balai, du bois dur et dense qui semblait assez solide pour servir d'attelle. Je les ai ramassés et je les ai montrés à la créature, les tenant à côté de sa jambe blessée, sans la toucher, communiquant mon intention par le geste. La créature a observé attentivement. Et j'ai vu la compréhension poindre dans ses yeux sombres, la reconnaissance de ce que j'allais faire. Cette reconnaissance était choquante dans ses implications. Cette créature comprenait la cause et l'effet, comprenait qu'immobiliser la jambe pourrait l'aider à guérir, comprenait des principes médicaux qui auraient dû être au-delà de la compréhension d'un animal. Le niveau d'intelligence suggéré par cette compréhension était stupéfiant. La créature a légèrement changé de position, tendant la jambe blessée vers moi autant qu'elle le pouvait, ce qui a dû être atroce étant donné la gravité de la fracture, mais elle l'a fait quand même, coopérant volontairement à ce qu'elle comprenait être un processus douloureux. Ce geste, cette coopération délibérée, a complètement scellé ma décision. Ce n'était pas juste un animal agissant par instinct. C'était un être intelligent capable de comprendre des situations complexes et de faire des choix rationnels, choisissant d'endurer une douleur immédiate en échange de la possibilité de guérir. J'avais besoin de matériaux pour attacher l'attelle et j'ai utilisé mon couteau pour couper des lanières au bas de ma chemise, créant plusieurs longs morceaux de tissu, sacrifiant mes vêtements sans hésitation, car à ce moment, rien d'autre ne comptait que d'aider cette créature à survivre. Je me suis agenouillé à côté de cette jambe massive, mes mains tremblant réellement, en partie à cause de l'adrénaline et en partie à cause de l'énormité de ce que j'entreprenais, et j'ai commencé le processus de réduction de la fracture. La créature a émis des sons pendant ce temps, des gémissements bas et des plaintes qui me déchiraient le cœur, des vocalisations de douleur qui étaient étrangement similaires aux sons de souffrance humains. Mais elle n'a pas retiré sa jambe, ni essayé de m'arrêter, n'a pas eu de geste agressif malgré une agonie évidente. Maintenant, cette coopération même, lorsque je manipulais le membre blessé, même lorsque des larmes se sont formées dans ses yeux sombres à cause de la douleur. J'ai positionné les deux branches de chaque côté de la fracture, les alignant aussi soigneusement que possible, puis j'ai commencé à enrouler les lanières de tissu autour, liant l'attelle aussi fermement que j'osais, sans couper la circulation, en m'assurant que l'os était droit et immobilisé. L'ensemble du processus a pris peut-être 15 minutes, bien que cela m'ait semblé beaucoup plus long, et à la fin, la sueur coulait sur mon visage, malgré l'air frais du printemps, trempant le reste de ma chemise, tombant dans mes yeux. Quand j'ai terminé, je me suis assis sur mes talons et j'ai examiné mon travail, essayant d'évaluer s'il tiendrait, si j'en avais fait assez. Ce n'était en aucun cas parfait, pas le genre d'intervention médicale professionnelle que cette blessure méritait, mais c'était solide. L'attelle maintenait la jambe stable, empêcherait d'autres dommages à la fracture, donnerait à l'os une chance de guérir naturellement, si la créature pouvait obtenir suffisamment de nourriture pour soutenir le processus de guérison. La créature a regardé sa jambe pendant un long moment, la bougeant légèrement pour tester l'attelle, puis m'a regardé et a émis un son qui était indubitablement reconnaissant. Une vocalisation complexe qui semblait transmettre plusieurs émotions simultanément, soulagement, gratitude et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Puis elle m'a complètement surpris en tendant une de ses énormes mains et en touchant doucement, très doucement mon épaule. Le contact n'a duré qu'une seconde, à peine assez longtemps pour sentir la chaleur de sa paume à travers ma chemise, mais la signification était absolument claire, malgré l'absence de langage commun. « Merci, tu m'as sauvé, je te dois une fière chandelle. » Je me suis levé, mes genoux craquant après être resté si longtemps agenouillé sur le sol dur, et j'ai réalisé que je venais d'utiliser toute ma nourriture pour nourrir cette créature. J'avais 6 kilomètres de marche pour retourner au pavillon sans rien à manger. Mais curieusement, cela ne me dérangeait pas du tout. Ce qui me dérangeait, ce à quoi je ne pouvais cesser de penser, c'était de laisser cette créature ici,
toujours vulnérable, toujours incapable de chasser ou de chercher de la nourriture efficacement, même avec la jambe immobilisée. La guérison prendrait des semaines au minimum, peut-être des mois selon la gravité de la fracture, et si des complications se développaient pendant tout ce temps, elle aurait besoin de nourriture et d'eau régulièrement, peut-être d'aide pour d'autres besoins de base. Je ne pouvais pas simplement m'en aller et espérer que tout irait bien. J'avais commencé cette intervention et j'avais maintenant la responsabilité de la mener à bien. J'ai pris une décision qui aurait probablement semblé insensée à n'importe qui d'autre, qui aurait été impossible à expliquer à mon ex-femme, à mes amis ou à quiconque de ma vie antérieure. J'ai levé un doigt dans un geste universel pour dire « Attends !» Puis je me suis montré du doigt et j'ai pointé dans la direction de mon pavillon, essayant de communiquer par geste ce que je ne pouvais pas dire avec des mots. « Attends ici. Je vais revenir avec plus de provisions. N'abandonne pas. » La créature m'a regardé, la tête légèrement inclinée dans ce qui aurait pu être de la curiosité ou de la confusion, et j'ai vu la compréhension dans son expression, une compréhension qui transcendait l'absence de langage commun. Elle savait que je partais temporairement mais que je reviendrais. Cette compréhension, cette capacité à saisir des concepts temporels complexes comme l'intention future, était une preuve supplémentaire d'une cognition sophistiquée. J'ai ramassé mes sacs d'ail des ours, la récolte banale qui avait été toute mon attention il y a à peine 1 heure, mais qui semblait maintenant triviale et sans importance, et j'ai commencé la marche de retour vers le pavillon, mon esprit tournant à plein régime, les pensées se bousculant sans ordre particulier. Qu'est-ce que je venais de faire? Quelle était cette créature? Bigfoot était censé être un mythe, une légende, quelque chose qui n'existait pas en dehors de photos floues, de témoignages douteux et d'émissions de télévision de fin de soirée sur les phénomènes inexpliqués. Le consensus scientifique était clair. Il n'y avait aucune preuve convaincante de l'existence de grands hominidés non découverts en Amérique du Nord. Pas d'os, de photos claires ou de preuves ADN qui satisferaient un examen scientifique rigoureux. Chaque prétendue observation pouvait s'expliquer par une erreur d'identification d'animaux connus, des canulars délibérés ou les vœux pieux de personnes qui voulaient croire en quelque chose de mystérieux. Mais je venais d'en toucher un, d'en nourrir un, de lui poser une attelle sur sa jambe cassée. C'était réel, indéniablement réel, aussi solide et physique que tout ce que j'avais jamais rencontré. Et je venais de former une sorte de lien avec elle, une entente qui semblait significative, qui ressemblait au début de quelque chose que je ne pouvais ni prédire ni contrôler. De retour au pavillon, j'ai immédiatement commencé à préparer des provisions, travaillant avec une énergie frénétique née de l'urgence et d'un but. J'ai cuisiné une énorme marmite de riz et de haricots, utilisant la majeure partie de mon riz restant et tous mes haricots secs, sans me soucier de ma propre situation alimentaire, car c'était plus important. J'ai préparé une douzaine de sandwichs au beurre de cacahuète, riches en protéines, et je les ai emballés individuellement dans du papier ciré. J'ai rassemblé quelques pommes et carottes de ma cave, des légumes que j'avais stockés de l'automne précédent, ajoutant de la variété aux provisions. J'ai rempli une grande gourde d'eau propre du puits, sachant que l'hydratation serait cruciale pour la guérison. J'ai tout mis dans un grand sac à dos avec une lourde couverture en laine, quelques fournitures de premiers secours, y compris de l'antiseptique et des bandages au cas où l'attelle causerait des lésions cutanées, et une lampe de poche au cas où je resterais plus longtemps que prévu. Je suis reparti moins de 2 heures après mon retour, l'adrénaline me poussant plus vite que je ne marche normalement, trottinant presque sur les sections plates du sentier, désespéré de revenir avant la nuit, avant que la créature ne puisse penser que je l'avais abandonnée. J'ai fait bonne route malgré le sac lourd, arrivant à la dépression alors qu'il y avait encore une bonne lumière. Quand j'ai écarté l'écran de Pruche pour entrer dans la clairière, la créature était toujours là, toujours adossée à ce rocher dans la même position. Sa tête s'est immédiatement levée à mon apparition, et j'ai vu la reconnaissance dans ses yeux, suivie de ce qui aurait pu être du soulagement,
du bonheur ou de la gratitude, des émotions se lisant sur son visage d'une manière qui semblait distinctement simiesque, distinctement humaine. J'ai déballé toute la nourriture que j'avais apportée et je l'ai étalée devant la créature. Un festin à tout point de vue, certainement pour quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis des semaines. Elle a mangé avec un peu moins de désespoir cette fois, prenant le temps de mâcher correctement, de goûter ce qu'elle mangeait, et j'ai vu du plaisir dans son expression, le plaisir des saveurs après si longtemps à ne subsister de rien. Je me suis assis à environ 2 mètres et j'ai regardé. Dans cette lumière dorée de fin d'après-midi qui filtrait à travers les pruches, j'ai eu l'occasion d'observer vraiment cette créature en détail, sans l'adrénaline et le choc qui avait obscurci ma première rencontre. C'était définitivement une femelle, je pouvais le voir maintenant dans la structure de son corps, les épaules légèrement plus étroites par rapport à la largeur des hanches, les proportions différentes de la longueur des membres par rapport au torse, des marqueurs subtils qui indiquaient le sexe féminin d'une manière qui transcendait les espèces. Elle était magnifique, vraiment puissante et sauvage et complètement en dehors de toute catégorisation humaine, n'appartenant à aucune taxonomie que j'avais jamais étudiée, ne correspondant à aucune catégorie scientifique bien définie. Ses mouvements étaient gracieux malgré la douleur et la faiblesse évidente, chaque geste économique et déterminé. Quand elle a fini de manger, elle a émis un son de contentement, un doux ululement qui semblait exprimer la satisfaction, puis m'a regardé avec ses yeux intelligents et a vocalisé quelque chose qui ressemblait presque à une question, avec une intonation montante à la fin. Je ne savais absolument pas comment répondre, alors j'ai simplement hoché la tête et dit « Tu vas t'en sortir, je vais t'aider. Je te promets de revenir chaque jour jusqu'à ce que tu sois guéri. » Elle a semblé comprendre le ton, sinon les mots. Elle a légèrement changé de position, grimaçant en bougeant, et j'ai vu à quel point elle devait être mal à l'aise, à quel point il était douloureux de rester allongée sur le sol froid, avec rien d'autre que des feuilles et de la mousse sous elle. Comment la blessure et la malnutrition avaient fait de chaque mouvement une épreuve. J'ai sorti la couverture que j'avais apportée, et en bougeant lentement pour ne pas l'effrayer, je l'ai drapée sur son torse. Elle a regardé la couverture, puis moi, et a émis un autre son de gratitude, tendant la main pour rapprocher la couverture, la bordant autour d'elle avec ses énormes mains, le geste si humain que c'en était saisissant. Nous sommes restés comme ça jusqu'à ce que la lumière commence à décliner, assis en silence complice dans cette dépression. Et j'ai senti une connexion se former que je ne pouvais pas expliquer. Quelque chose de plus profond qu'une simple relation entre aidant et aidé. Quelque chose qui ressemblait presque au début d'une amitié malgré les vastes différences entre nous. Quand la lumière a commencé à faiblir, je me suis levé, les muscles raides d'être resté assis sur le sol froid, et je me suis montré du doigt. Puis j'ai pointé la direction du pavillon, essayant de communiquer que je partais mais que je reviendrais. Elle m'a regardé partir et je jurerais avoir vu de la tristesse dans son expression, comme si elle ne voulait pas être de nouveau seule, ne voulait pas retourner à l'isolement et à la peur qui avaient caractérisé le temps qu'elle avait passé, blessée, dans cette dépression. J'ai regardé en arrière plusieurs fois en m'éloignant, et à chaque fois, je pouvais la voir me regarder jusqu'à ce que je disparaisse finalement de sa vue dans la forêt qui s'assombrissait. J'ai établi une routine au cours des jours suivants qui est devenue le centre de mon existence, le principe organisateur autour duquel tout le reste tournait. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube, je préparais de la nourriture et des provisions et je marchais jusqu'à la dépression. Elle attendait toujours, semblait toujours heureuse de me voir à sa manière réservée, émettant de doux ululements quand j'apparaissais à travers les pruches. J'apportais différents aliments, essayant de découvrir ce qu'elle préférait, ce qui lui apportait le plus de nutriments, ce dont son corps avait besoin pour guérir. Elle semblait apprécier le plus la viande cuite, en particulier le cerf et le wapiti quand je pouvais en trouver,
ce qui était logique étant donné sa taille et ses besoins énergétiques, mais elle mangeait aussi les fruits avec enthousiasme, montrant une affection particulière pour les pommes et les baies. Elle grignotait occasionnellement les légumes-feuilles que j'apportais, feuilles de pissenlit, jeunes crosses de fougères et laitue sauvage, les mangeant avec une expression qui suggérait qu'elle les trouvait plus médicinaux qu'agréables, les consommant parce qu'elle savait qu'ils étaient bons pour elle plutôt que parce qu'elle en aimait le goût. J'ai commencé à rester plus longtemps chaque jour, parfois assis là pendant des heures, simplement pour être présent avec elle, lui tenir compagnie pendant ce qui a dû être une période de convalescence atrocement ennuyeuse et inconfortable. Nous avons développé une manière de communiquer qui transcendait le langage, un système de gestes et de vocalisation qui permettait un échange de sens de base. Elle grognait d'une certaine manière quand elle avait mal, émettait des sons plus doux quand elle était contente. Elle a développé une vocalisation spécifique pour dire qu'elle avait soif, un grognement particulier combiné à un geste vers sa bouche. Quand elle avait besoin de changer de position ou voulait de l'aide pour ajuster la couverture ou la telle, elle me regardait et émettait un son de requête, presque suppliant, et je l'aidais à bouger ou à ajuster les choses pour soulager son inconfort. J'ai appris à lire ses expressions, à comprendre quand elle avait besoin d'eau ou devenait mal à l'aise dans une position, quand elle avait une journée particulièrement douloureuse ou quand elle se sentait relativement bien. Après environ une semaine de visite quotidienne, j'ai remarqué qu'elle essayait de mettre du poids sur sa jambe blessée, la testant avec précaution, utilisant ses bras pour se redresser et touchant ensuite délicatement le sol avec son pied blessé. La telle tenait bien, faisant exactement ce qu'elle était censée faire, et bien qu'elle ait clairement encore une douleur importante, il y avait une amélioration visible. Le gonflement avait diminué et elle se déplaçait avec un peu plus de confiance. Je vérifiais la telle tous les jours, déroulant soigneusement les bandages en tissu pour examiner le site de la blessure, à la recherche de signes d'infection ou de complications. La plaie guérissait proprement pour autant que je puisse en juger, sans rougeur, écoulement ou autres signes avant-coureurs. Je préparais des cataplasmes à partir de diverses herbes dont ma grand-mère m'avait appris les propriétés anti-inflammatoires, écrasant des feuilles de plantain et d'achillée millefeuille et les appliquant sur la zone autour de la fracture, avant de tout remballer soigneusement. Elle tolérait ces soins avec une patience remarquable, semblant comprendre que j'essayais de l'aider, restant parfaitement immobile, même lorsque le processus devait être inconfortable ou douloureux. 2 semaines après la première rencontre, elle était capable de se tenir debout avec un support, utilisant une branche épaisse comme béquille, se hissant pour la première fois depuis que je l'avais trouvée. J'ai regardé avec stupéfaction alors qu'elle se dressait de toute sa hauteur, me dépassant d'au moins 60 cm, peut-être plus, sa tête presque au niveau de branches que je ne pouvais atteindre même en sautant. Elle était encore plus imposante debout, la masse et la puissance pure de son corps évidente d'une manière qu'elle n'était pas lorsqu'elle était allongée. Mais elle a baissé les yeux vers moi, avec ses yeux expressifs, et a émis un doux ululement, et j'ai compris qu'elle me montrait ses progrès, démontrant que mon aide fonctionnait, prouvant que la guérison était possible. J'ai ressenti une absurde poussée de fierté et de soulagement, comme un parent regardant son enfant faire ses premiers pas. À la 3e semaine, elle faisait des pas hésitants, s'appuyant encore lourdement sur la béquille, mais étant réellement mobile d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis sa blessure. Elle se promenait dans la dépression, testant sa jambe, renforçant les muscles qui s'étaient atrophiés pendant son immobilité, augmentant progressivement la quantité de poids qu'elle mettait sur le membre blessé. À la 4e semaine, elle pouvait marcher lentement sans la béquille, bien qu'elle boitât encore de manière prononcée, favorisant la jambe blessée d'une manière évidente, mais plus invalidante. Elle guérissait vraiment, et je ressentais un immense sentiment d'accomplissement mêlé à une perte imminente. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'allait plus avoir besoin de mes soins quotidiens très longtemps.
Elle était assez mobile pour chercher sa propre nourriture, assez forte pour se débrouiller seule, approchant du point où elle pourrait reprendre sa vie normale. Cette pensée m'a rempli d'une tristesse inattendue qui m'a pris au dépourvu. J'en étais venu à attendre avec impatience notre temps ensemble, l'étrange amitié que nous avions développée, le fait d'avoir un but et une connexion avec un autre être, même si cet être n'était pas humain. L'isolement que j'avais tant désiré en emménageant au pavillon me semblait maintenant moins attrayant, plus proche de la solitude que de la quiétude. Mais je savais qu'elle devait retourner à sa vie normale, quelle qu'elle soit pour une créature comme elle, qu'elle devait retrouver son indépendance et sa liberté plutôt que de rester dépendante de l'aide humaine. Lors de ce que je pensais être l'un de nos derniers jours ensemble, elle a fait quelque chose qui m'a complètement surpris. Elle s'est levée avec une intention évidente, m'a fait signe de la suivre d'un geste clair et a commencé à sortir lentement de la dépression. J'ai attrapé mon sac et je l'ai suivie, curieux de savoir où elle m'emmenait, excité à l'idée de voir plus de son monde. Elle m'a emmené plus profondément dans la forêt, dans des endroits que je n'avais jamais explorés, des zones qui semblaient délibérément reculées et inaccessibles, se déplaçant avec plus de confiance maintenant, malgré sa boiterie. Nous avons marché pendant plus d'1 heure, traversant un terrain de plus en plus accidenté, et j'ai réalisé qu'elle me montrait son territoire, partageait son monde avec moi, me laissait entrer dans des parties de la forêt qu'aucun humain n'avait probablement jamais vues. Elle m'a montré une entrée de grotte cachée derrière une cascade que je n'aurais jamais trouvée seule, une ouverture étroite dans la paroi rocheuse, dissimulée par la chute d'eau et la végétation surplombante. Elle m'a indiqué un chêne massif avec des marques de griffes sur le tronc, des entailles profondes qui s'étendaient sur 2 ou 3 mètres de hauteur, des marques que j'ai comprises comme servant de repères de frontières ou de signes territorial. Elle m'a conduit à un bosquet où des pommiers sauvages poussaient en abondance, des fruits petits et acidulés mais nombreux, constituant clairement une source de nourriture importante. Elle m'a montré une clairière où l'herbe poussait en un cercle parfait, usé par ce qui devait être des années d'utilisation, peut-être un lieu de rassemblement ou une zone communautaire. C'était comme si elle disait « C'est ma maison, je veux que tu la connaisses. Je veux que tu comprennes le monde dans lequel j'habite. » Chaque nouvel endroit semblait être un cadeau, comme si elle partageait un savoir sacré, me confiant des informations qu'aucun humain n'avait probablement jamais possédées. Quand nous sommes retournés à la dépression, le soleil se couchait, peignant tout de nuances d'orange et de violet qui donnaient à la forêt un aspect étrange et magique. Elle m'a regardé pendant un long moment, ses yeux sombres fixés dans les miens, et j'ai vu des émotions complexes se dessiner sur son visage, gratitude, affection et quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Puis elle a tendu la main et a touché doucement ma tête, sa main immense couvrant tout mon crâne, mais sans appliquer de pression, juste posée là dans ce qui ressemblait à une bénédiction ou une reconnaissance. Puis, elle a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Une vocalisation complexe qui semblait porter des couches de signification que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Quelque chose qui englobait la gratitude, l'amitié, l'adieu et la promesse. Tout à la fois, un son qui m'a serré la poitrine d'émotion. J'ai compris alors qu'elle allait partir, retourner à sa vie normale, et que je devais la laisser faire, la libérer de cet arrangement inhabituel. J'ai hoché la tête, sentant l'émotion me serrer la gorge d'une manière qui m'a embarrassé, et j'ai dit « Prends soin de toi, sois prudente, merci de m'avoir fait confiance ». Et elle a ululé une fois. Un son que j'avais appris à reconnaître comme une acceptation ou un accord s'est retourné et s'est enfoncé dans la forêt qui s'assombrissait avec sa boiterie toujours visible. Je l'ai regardée jusqu'à ce que je ne puisse plus la voir, jusqu'à ce que les ombres l'engloutissent complètement. Puis j'ai rassemblé mes affaires et je suis rentré au pavillon dans le noir, utilisant ma lampe de poche pour naviguer sur le sentier familier,
ressentant un étrange mélange de satisfaction et de perte, de fierté pour ce que j'avais accompli, mêlé à la tristesse de cette fin. Sauf que ce n'était pas une fin, comme je l'ai découvert au cours des semaines suivantes. C'était une transformation, un changement dans la nature de notre relation, mais pas sa fin. Je trouvais des cadeaux laissés sur mon porche le matin, des offrandes qui apparaissaient pendant la nuit quand je dormais. De grosses branches de bois de chauffage, soigneusement empilées d'une manière qu'aucun vent ou processus naturel ne pouvait expliquer. Du bois sec qui brûlait proprement et chaudement, m'épargnant des heures de travail. Un tas de champignons sauvages, des variétés que je reconnaissais comme comestibles et précieuses, des polypores en touffe et des maïtèques soigneusement disposés sur une pierre plate. Une fois, j'ai trouvé un quartier de cerf, fraîchement tué et expertement dépecé. La viande encore chaude, plus de protéines que je ne pouvais en manger en une semaine. Je savais que cela venait d'elle, des marques d'appréciation, sa façon de rendre les soins que je lui avais prodigués, de maintenir notre connexion par l'échange de cadeaux. Parfois, je l'apercevais dans la forêt lors de mes excursions de cueillette, bien qu'elle ne s'approche jamais directement. Je voyais un mouvement à la périphérie de ma vision, la repérais m'observant à une distance d'une centaine de mètres ou plus, s'assurant toujours que j'étais en sécurité mais respectant mon espace, maintenant les limites appropriées à notre relation inhabituelle. Une fois, je l'ai vu suivre une ligne de crête au-dessus de moi alors que je traversais une vallée, sa silhouette se découpant sur le ciel, suivant clairement ma progression, s'assurant que je n'ai pas de problème. Savoir qu'elle était là, veillant sur moi, rendait la forêt moins vide, moins menaçante, transformant une solitude potentielle en une quiétude confortable. Les saisons ont changé avec leur rythme inexorable. L'été est arrivé avec sa chaleur et son humidité, apportant les mouches noires et les moustiques qui rendaient les bois temporairement insupportables. Puis s'est estompé en un automne spectaculaire où les érables et les chênes ont explosé de couleurs si vives qu'elles en faisaient presque mal aux yeux. Des rouges, des oranges et des jaunes que les photographes venaient capturer de centaines de kilomètres à la ronde. J'ai continué mon travail de cueillette, continué ma vie solitaire au pavillon, mais j'étais toujours conscient de sa présence d'une manière réconfortante, plutôt qu'inquiétante. Elle était là, observant, protégeant à sa manière, une gardienne que je n'avais jamais demandée, mais que j'avais en quelque sorte acquise. Une fois, lors d'un orage particulièrement violent, le genre d'orage qui fait trembler toute la forêt avec le vent hurlant dans les arbres et la foudre frappant assez près pour que je puisse sentir l'ozone, j'ai entendu quelque chose de lourd bouger sur le porche. J'ai regardé par la fenêtre, nerveux à l'idée de ce qui pouvait rôder, pour la voir là, une silhouette massive se découpant sur le ciel éclairé par la foudre, vérifiant que le pavillon était sécurisé, que la structure était solide, que j'étais en sécurité à l'intérieur. Quand elle m'a vu à la fenêtre, elle a levé une main dans ce qui aurait pu être un signe de la main ou simplement une reconnaissance, puis a disparu dans la tempête, se déplaçant dans un temps qui aurait envoyé toute créature sensée à l'abri, bravant le vent et la pluie pour s'assurer que j'étais protégé. L'hiver est venu, apportant le froid brutal qui caractérise les hivers du Maine. Des températures tombant bien en dessous de zéro pendant des semaines, la neige s'accumulant en congères qui bloquaient complètement le chemin forestier et transformaient la forêt en un monde différent. Je me suis inquiété pour elle pendant ces mois les plus sombres, me demandant si elle avait assez chaud, si elle avait assez de nourriture, si sa blessure avait assez bien guéri, pour qu'elle puisse encore chasser efficacement dans la neige profonde. Mais elle semblait aller bien, s'épanouissant même. Je voyais parfois ses traces dans la neige, d'énormes empreintes inconfondables, suivant des pistes qu'elle seule connaissait, menant de la forêt profonde à ma cabane et vice-versa, preuve de sa présence et de sa vigilance continue. Les gens me demandent parfois si je ne me sens jamais seul ici, si loin des autres, si isolé de la société humaine. Je leur dis que je suis content, que j'aime la solitude, que j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Je ne mentionne pas la vraie raison pour laquelle je ne me sens jamais vraiment seul.
La présence qui se déplace dans ces bois, la créature qui me considère comme un ami, l'être qui veille sur moi avec une attention qui frise parfois la dévotion. Comment pourrais-je expliquer cela à quelqu'un? Il penserait que j'ai perdu la tête, que l'isolement m'a rendu délirant, que j'invente des histoires pour faire face à la solitude. Mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce qui continue de se passer. Pas plus tard que la semaine dernière, je marchais dans une zone que je n'explore habituellement pas, à des kilomètres du pavillon, du côté est de la propriété de ma grand-mère, où le terrain devient rocheux et difficile. Je n'étais pas exactement perdu, mais je m'étais aventuré plus loin que prévu, absorbé par la recherche d'une parcelle particulièrement productive, de racines médicinales, et je n'étais pas tout à fait certain du meilleur chemin pour rentrer. Le soleil déclinait vers l'horizon, et je commençais à m'inquiéter de devoir naviguer dans le noir, des risques potentiels de se déplacer sur un terrain inconnu après le coucher du soleil. C'est alors que je l'ai vu, debout sur une crête à une 50aine de mètres devant moi, m'observant avec ce qui aurait pu être de l'inquiétude ou de l'amusement. Quand elle a croisé mon regard, elle a commencé à se déplacer dans une direction spécifique, voulant clairement que je la suive, me guidant avec une intention évidente. Je l'ai fait, lui faisant entièrement confiance, et elle m'a conduit sur un itinéraire sinueux à travers un terrain que je ne reconnaissais pas, empruntant des sentiers qui semblaient délibérément choisis pour être les plus faciles plutôt que les plus directs, évitant les sections abruptes et les zones où le sol était traître. Après environ 30 minutes à la suivre à travers la forêt qui s'assombrissait, nous avons débouché sur un chemin forestier que je connaissais bien, celui qui me ramènerait directement au pavillon. Elle m'avait guidé jusqu'à la maison, prenant du temps sur ce qu'elle faisait pour s'assurer que je rentre en toute sécurité. Elle a ululé 2 fois, notre signal d'adieu habituel qui était devenu aussi familier que la voix d'un ami, et s'est fondu dans les arbres avant même que je puisse la remercier correctement, disparaissant entre les pruches comme une ombre. Je lui laisse de la nourriture de temps en temps maintenant, non par obligation ou souci pour son bien-être, qui ne semble plus nécessaire étant donné sa santé et sa compétence évidente, mais comme des cadeaux entre amis, des marques d'affection et d'appréciation. Du pain frais, quand j'en fais, le genre de pain de blé complet dense que ma grand-mère m'a appris à faire, du poisson fumé du lac, des filets que je conserve sur du bois de cerisier, du miel d'un apiculteur local avec qui je fais du troc, un liquide ambré et épais qu'elle semble particulièrement apprécier. Elle prend toujours ce que je laisse et laisse toujours quelque chose en retour. Maintenant, la réciprocité qui caractérise notre relation. Des pierres inhabituelles avec des couleurs ou des motifs intéressants. Des galets de rivière polis par des siècles d'écoulement de l'eau. Des morceaux de quartz qui captent la lumière, des plumes d'oiseaux que je n'ai jamais vues dans ces bois, des plumes irisées qui semblent changer de couleur selon l'angle, preuve d'espèces que je ne savais pas vivre dans cette région. Une fois, elle a laissé un morceau de bois sculpté qui a dû prendre des heures à faire, façonné en un ovale lisse qui tenait parfaitement dans ma paume, la surface usée jusqu'à devenir soyeuse, preuve de patience, d'habileté et d'intention qui suggérait un niveau d'artisanat que je n'aurais pas imaginé. Ces échanges sont notre langage maintenant, notre façon de maintenir le lien que nous avons formé, communiquant par-delà la barrière des espèces à travers des expressions matérielles d'attention. Cela fait maintenant presque 10 mois que je l'ai trouvé dans cette dépression, brisée et affamée, mourant lentement dans l'isolement. 10 mois que j'ai fait le choix d'aider plutôt que de fuir, d'offrir de la gentillesse à quelque chose que je ne comprenais pas, quelque chose qui défiait toutes les suppositions que j'avais sur le monde. En y repensant, je ne peux pas imaginer avoir pris une autre décision. Je ne peux pas concevoir une version de moi-même qui serait partie. Oui, c'était terrifiant sur le moment, cette première rencontre où mon cerveau luttait pour traiter ce que je voyais. Oui, cela a remis en question tout ce que je pensais savoir sur le monde, sapé les certitudes confortables du matérialisme scientifique que j'avais porté toute ma vie.
Mais c'est aussi devenu l'une des expériences les plus profondes de ma vie. Le genre d'expérience qui redéfinit votre compréhension de ce qui est possible, de ce qui est réel, de ce qui compte. Je l'ai aidé à la sauver, j'ai assumé la responsabilité de la survie d'un autre être d'une manière qui m'a coûté du temps, des ressources et de l'énergie émotionnelle. Et en retour, elle est devenue quelque chose que je n'avais jamais anticipé, que je n'aurais pas pu prédire. Une gardienne qui veille sur moi, une compagne qui partage cette vaste forêt avec moi, une amie qui existe en dehors des frontières normales de l'expérience humaine. Notre relation défie toute catégorisation facile, ne correspond à aucun schéma familier. Ce n'est pas comme avoir un animal de compagnie, car elle n'est ni domestiquée, ni dépendante. Ce n'est pas comme de l'observation de la faune, car nous avons une véritable relation à double sens. C'est quelque chose de totalement unique, sans précédent dans mon expérience, peut-être sans précédent dans l'expérience humaine en général. Je ne sais pas combien de temps cet arrangement durera, s'il est temporaire ou permanent, s'il durera des années, des décennies ou juste des saisons. Peut-être qu'un jour elle trouvera d'autres de son espèce, découvrira qu'elle n'est pas seule, fondera sa propre famille. Peut-être qu'un jour, je la chercherai et qu'elle sera simplement partie, déplacée vers un autre territoire ou une autre phase de sa vie où notre amitié ne répond plus à ses besoins. Mais je ne pense pas que ce jour soit proche. Je ne sens aucune diminution de son attention ou de sa présence. Les signes de son engagement continu sont partout si l'on sait regarder, des traces dans la boue après la pluie montrant qu'elle a vérifié le pavillon, des branches cassées, disposées selon des motifs que j'ai appris à reconnaître comme des marques indiquant qu'elle est passée par là, le son occasionnel dans la nuit que je sais être sa voix annonçant sa présence. Elle est toujours là, veillant toujours sur moi, rendant toujours les soins que je lui ai prodigués dans ce moment désespéré où elle avait le plus besoin d'aide. Elle maintient cette vigilance même si je n'ai plus besoin d'être protégé de manière évidente, même si je suis capable de prendre soin de moi-même. Mais c'est ça l'amitié, j'en suis venu à le comprendre. Ce n'est pas seulement aider quand l'aide est cruciale, mais maintenir une présence et une attention même quand tout va bien, être là de manière constante, maintenir le lien à travers le temps et la distance. Je n'ai jamais raconté cette histoire en détail à personne, jamais partagé toute la vérité sur ma vie ici. Lors de mes rares voyages en ville, peut-être une fois toutes les quelques semaines, pour me réapprovisionner en choses que je ne peux pas produire moi-même, je reste silencieux sur la façon dont je passe mon temps, éludant les questions sur ma vie dans les bois, avec des réponses vagues sur la cueillette et la solitude. Les gens ne comprendraient pas si j'essayais d'expliquer. Ils exigeraient des preuves, voudraient des photographies ou des vidéos, suggéreraient que je signale cela aux autorités ou aux scientifiques qui pourraient l'étudier, documenter son existence, confirmer qu'elle est réelle. Mais elle n'est pas un spécimen à étudier ou une preuve à collecter pour des revues à comité de lecture. C'est un individu, un être sensible avec sa propre volonté, sa propre vie, son propre droit à la vie privée et à l'autonomie. Ce que nous avons est basé sur le respect et la confiance mutuelle, construit lentement au fil des mois d'interaction, et je ne violerai pas cette confiance sacrée en la transformant en spectacle, en faisant entrer des étrangers dans cette relation, en la réduisant à un objet de curiosité scientifique. Elle m'a appris quelque chose d'important que je porte en moi chaque jour. Une leçon qui a changé ma façon de voir tout. Le monde est plus étrange et merveilleux que nos cadres scientifiques ne l'admettent, plus mystérieux que nos philosophies matérialistes ne le permettent. Il y a de vrais mystères dans ces forêts, des créatures qui existent dans les espaces entre le mythe et la réalité, des êtres que notre compréhension actuelle ne peut ni expliquer ni accueillir. Les vieilles légendes ne sont pas toujours que des histoires, ne sont pas toujours de la superstition primitive ou de l'ignorance pré-scientifique.
Parfois, ce sont des souvenirs déformés de rencontres que les gens ne pouvaient pas expliquer, des vérités qui se sont enrobées d'exagération et de mythologie au fil des générations. Une réalité qui sonne comme de la fiction parce qu'elle sort des catégories acceptées. Et j'ai appris que la gentillesse transcende les espèces, que la compassion ne nécessite pas de langue, de culture ou même de biologie commune. Le simple fait d'aider une autre créature en grand besoin peut créer des liens qui défient l'explication rationnelle, des liens qui persistent malgré de vastes différences de forme et de cognition. Notre capacité d'empathie, de reconnaître la souffrance et d'y répondre avec soin, pourrait être l'une des forces les plus puissantes au monde, capable de combler des fossés que nous ne pensions pas pouvoir combler, de créer des relations que nous ne pensions pas possibles. Je continue de cueillir, de passer la plupart de mes journées à marcher dans ces bois avec mes sacs de collecte et mes guides de terrain, ramassant ce que la forêt offre, suivant les rythmes saisonniers de croissance et de dormance. Mais maintenant, je marche avec une conscience plus profonde, avec plus de respect pour ce qui pourrait être là, avec la reconnaissance que le mystère et l'émerveillement sont réels et accessibles si l'on est prêt à les voir. J'écoute plus attentivement chaque son. Je suis attentif aux signes subtils de son passage. Je reste alerte aux possibilités que j'aurais rejetées comme impossibles avant ce matin d'avril. Et quand je sens cette sensation de picotement à l'arrière de mon cou, cette conscience instinctive d'être observé que les humains ont conservé de notre passé ancestral, je souris parce que je sais qu'elle est proche, qu'elle veille, s'assurant que je suis en sécurité dans cet endroit sauvage que nous appelons tous deux notre maison. Hier, j'ai découvert une nouvelle parcelle de girolles près du ruisseau qui traverse la section nord de la propriété. Une trouvaille qui m'aurait excité même avant que tout cela n'arrive, car les girolles rapportent bien sur le marché. C'était une excellente parcelle, assez de champignons pour me durer des semaines si je les conserve correctement en les séchant et en les mettant en conserve. Je les récoltais soigneusement, coupant chacune à la base pour laisser le mycélium intact afin que la parcelle produise à nouveau l'année suivante, travaillant avec l'attention patiente qu'exige une bonne cueillette. J'ai entendu un son familier venant des arbres derrière moi, cet appel ululant distinctif que j'ai appris à connaître mieux que n'importe quelle voix humaine, un son qui signifie maintenant sécurité, amitié et connexion. Je me suis retourné pour la voir debout, au bord de la clairière, m'observant travailler avec ce qui aurait pu être de l'approbation ou un simple intérêt. Elle a hoché la tête vers mon sac, puis vers une section de la forêt que je n'avais pas encore explorée, un geste qui était devenu familier et j'ai compris immédiatement. Elle m'indiquait qu'il y avait plus de girolles dans cette direction, partageant ses connaissances sur les ressources de la forêt, m'aidant à réussir dans mon travail. Nous avons cueilli ensemble cet après-midi-là, travaillant dans un silence confortable avec seulement une vocalisation occasionnelle passant entre nous, la communication réduite à ses éléments essentiels. Elle a un œil incroyable pour les champignons, les repérant dans des endroits où je serais passé juste à côté malgré mes années d'expérience, voyant des motifs et des signes que mes yeux humains manquent. Mes sacs débordaient au moment où le soleil a commencé à descendre vers l'horizon. Plus de girolles que je n'en avais trouvé en une seule journée depuis des années, assez pour améliorer considérablement ma situation financière. Elle m'a aidé à tout ramener au pavillon, ses mains massives berçant l'un des sacs avec une délicatesse surprenante, se déplaçant à travers la forêt sans effort apparent malgré la charge. Au bord de la clairière où se trouve le pavillon, elle a posé sa charge avec soin et a fait notre son d'adieu, ce double ululement qui signale toujours la séparation. Puis elle a disparu, s'évanouissant dans les ombres entre les arbres aussi silencieusement qu'une créature de cette taille peut le faire, là un instant et absente le suivant. Je pense souvent à ce jour, le jour où je l'ai trouvée brisée et mourante dans cette dépression cachée, le jour qui a tout changé. Je pense à toutes les différentes manières dont cela aurait pu se passer,
à toutes les versions alternatives de cette rencontre où j'aurais fait des choix différents. J'aurais pu m'enfuir de peur, laisser mes instincts de survie l'emporter sur ma compassion, prioriser ma propre sécurité avant tout. J'aurais pu me convaincre que je l'avais imaginé, que le stress de l'isolement m'avait fait voir des choses qui n'étaient pas là, que j'avais en quelque sorte halluciné toute la rencontre. J'aurais pu la laisser là pour mourir, me disant que ce n'était pas ma responsabilité d'intervenir dans la nature, que les prédateurs, les blessures et la mort sont des processus naturels qui ne devraient même pas être perturbés. Mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai choisi différemment, j'ai choisi d'aider, j'ai choisi de risquer ma sécurité, de dépenser mes ressources et d'investir mon temps pour sauver une créature que je ne comprenais pas. Et parce que j'ai choisi cette voie, parce que j'ai choisi la compassion plutôt que la peur, ma vie est devenue plus riche que je n'aurais jamais pu l'imaginer, plus significative qu'elle ne l'avait été depuis des années. J'ai un secret qui me fait sourire quand je suis en ville, entouré de gens menant leur vie ordinaire sans aucune idée de ce qui est possible, de ce qui est réel, de ce qui existe dans les espaces qu'ils ne voient pas. J'ai une amie qui vit dans l'espace entre la légende et la réalité, qui prouve que la magie, la vraie magie, pas la fausse magie de scène, mais la véritable, l'inexplicable, la merveilleuse magie, existe encore dans ce monde si l'on est prêt à la voir, si l'on est assez courageux pour la reconnaître. Tard le soir, je m'assois souvent sur le porche du pavillon avec une tasse de café, regardant la forêt sombre qui m'entoure de tous côtés. Et parfois, si j'ai de la chance, si les conditions sont bonnes, je verrai un mouvement parmi les arbres, ou quelque chose de massif et d'inconfondable se déplaçant dans l'obscurité avec détermination. Une forme qui est à la fois là et pas là, visible un instant, puis disparue. Elle est là, juste à la limite de la portée de la lumière de mon porche, observant, attendant, s'assurant que je suis en sécurité. Je lèverai ma tasse en un salut silencieux, un geste d'amitié à travers la distance, et elle répondra par un doux ululement qui traverse l'air nocturne, et nous partagerons un moment de compréhension à travers l'obscurité, par-delà les barrières des espèces et des formes. C'est ma vie maintenant, et je l'accepte complètement. Je l'embrasse pleinement. C'est ma vérité, plus étrange que n'importe quelle fiction que j'aurais pu inventer, plus extraordinaire que n'importe quelle histoire que j'ai entendue autour de ces feux de camp de mon enfance. Un homme dans un pavillon de chasse dans la nature sauvage du Maine et un Bigfoot dans la forêt environnante, liés par une jambe cassée et un acte de compassion, connectés par des choix faits dans un moment de crise. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue en déménageant ici, pas l'existence solitaire que je pensais choisir en fuyant mon mariage raté et ma carrière décevante. Mais c'est la vie que j'ai, et je n'en changerai pas une seule chose. Je n'échangerai pas cette étrange amitié contre n'importe quelle quantité de succès conventionnel ou de relations normales. Elle est venue à moi affamée et brisée, incapable de prendre soin d'elle-même, mourant dans l'isolement et la peur, et je l'ai aidée sans savoir dans quoi je m'engageais, sans comprendre les implications ou les conséquences. Maintenant, elle m'aide, veille sur moi, partage son monde avec moi, offre une amitié qui ne demande rien d'autre qu'un respect et une gentillesse continue. C'est simple quand on dépouille toute la complexité et la confusion. Juste deux êtres vivants reconnaissant la vulnérabilité l'un chez l'autre et choisissant de répondre avec soin plutôt qu'avec peur, choisissant la connexion plutôt que l'isolement, choisissant de construire quelque chose de significatif malgré de vastes différences. Il s'agit de briser les murs que nous construisons entre les espèces, de défier les catégories que nous utilisons pour organiser la réalité, de voir l'individu sous l'extérieur inconnu. Il s'agit de choisir la gentillesse face à quelque chose que nous ne comprenons pas, de répondre avec compassion à la souffrance même lorsqu'aider crée un risque ou un inconvénient. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve à l'un comme à l'autre. Je ne peux pas prédire où ce chemin mène.
Je ne sais pas si elle restera indéfiniment sur ce territoire ou si les circonstances la pousseront finalement ailleurs. Je ne sais pas combien d'années de plus je passerai dans ce pavillon, ou si la vie finira par me rappeler vers la civilisation, vers la société humaine et toutes ses complications. Mais je sais qu'en ce moment présent, nous sommes ici ensemble dans ces bois, deux amis improbables dans la nature, maintenant une connexion qui ne devrait pas exister selon tout ce que nous pensons savoir sur le monde, tout ce que notre compréhension scientifique nous dit être possible. C'est mon histoire, la vérité de ma vie dans ces bois reculés du Maine, le secret que je porte chaque jour. Croyez-la ou rejetez-la, c'est votre choix et votre droit, mais cela s'est passé exactement comme je l'ai décrit. Chaque détail est exact, non enjolivé, aussi fidèle à la réalité que le langage le permet. Et quelque part là-bas, dans ces forêts en ce moment même, alors que vous lisez ou entendez ces mots, il y a une créature à la fourrure brun-roux et avec une légère boiterie à la jambe droite, portant les souvenirs de l'humain qui lui a sauvé la vie, tout comme je porte les souvenirs de la créature qui a transformé la mienne. La preuve de son existence est tout autour de moi, tissée dans la trame de ma vie quotidienne, dans les cadeaux qu'elle laisse, dans les traces que je trouve, dans la silhouette que j'aperçois parfois se déplaçant à travers les arbres au crépuscule, dans le ululement qui traverse occasionnellement la nuit à l'approche des orages. Elle est réelle, elle est là, et c'est mon amie. C'est la simple vérité, le fondement sur lequel tout le reste repose, et rien ne me convaincra jamais du contraire, aucune quantité de scepticisme, d'orthodoxie scientifique ou d'arguments rationnels. Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce qui continue de se passer, et cette connaissance, cette certitude, cette preuve quotidienne de l'impossible est la chose la plus précieuse que je possède. La transformation que cette expérience a opérée en moi est plus profonde que je ne peux l'articuler pleinement, des changements qui opèrent à un niveau fondamental de la façon dont je comprends la réalité et ma place en elle. Avant ce matin d'avril, je vivais dans un monde entièrement cartographié et expliqué, où la science avait tracé toutes les frontières importantes, où le mystère n'était que de l'ignorance, attendant d'être dissipé par plus de recherches et de meilleurs instruments. L'univers était fondamentalement connaissable, et tout ce qui sortait de l'explication scientifique était soit une erreur, soit une fraude. Cette vision du monde me donnait une certaine confiance, le sentiment de comprendre ma place dans un cosmos compréhensible. Mais elle était aussi limitative, restrictive, une prison de certitude qui ne laissait aucune place à l'émerveillement ou à la véritable surprise. Maintenant, je vis dans un monde plus grand et plus étrange, où les faits acceptés ont des exceptions, où l'impossible se révèle parfois simplement être ce qui n'a pas encore été découvert. C'est un monde moins certain, mais plus riche, plein d'un véritable mystère qu'aucune réduction scientifique ne peut éliminer. Je marche maintenant dans ces forêts avec des yeux différents, voyant des possibilités que j'aurais rejetées auparavant, ouvert à des expériences que j'aurais expliquées rationnellement. Cette ouverture, cette volonté d'accepter ce que mes sens me disent, même lorsque cela contredit mes hypothèses, est devenue la caractéristique déterminante de cette phase de ma vie. Et j'en suis reconnaissant de l'éclatement de mes certitudes confortables, reconnaissant d'avoir été forcé de reconnaître que je ne comprends pas tout, que personne ne le fait, que le monde reste fondamentalement mystérieux sous toutes nos cartes, nos mesures et nos théories.